Justement, on m'a demandé d'évoquer la situation en Angleterre ou au Royaume-Uni pour essayer d'en tirer des enseignements qui pourraient être plus largement appliqués. Et comme vous avez vu, si vous avez lu mon résumé, je crois que la grande majorité des pays aujourd'hui sont en effet multilingues. C'est une chose faite. Donc, une partie du problème est résolue. On n'a plus besoin d'aspirer à être multilingue parce que nous le sommes déjà. Et de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est un multilinguisme qui ne va pas sans problème. Et en quelque sorte, comme certains collègues avaient suggéré hier, ce que nous vivons, en fait, c'est une coexistence de monolinguisme. Nos pays multilingues, en fait, manifestent un manque d'interaction et de communication au niveau linguistique entre les communautés. Et je donne par exemple la ville de Londres, qui est extrêmement internationalisée. On compte 300 communautés linguistiques à Londres. Et parmi ces communautés, en fait, la communauté française est une des plus grandes. Il y a 400 000 Français qui habitent à Londres. Et on disait récemment que Londres serait la 6e ville française. Mais je pense que donc il y a cette diversification linguistique accélérée chez nous, mais c'est une diversification qui touche tous les pays, la France et le Japon, qu'au Japon, ce n'est pas tout à fait différent, qu'une diversification est en cours. Alors, que faire avec? Avant de me lancer dans les solutions, je voudrais développer le problème que David a évoqué, que l'avantage global d'une langue internationale est à double tranchant. Et bien sûr, une langue internationale permet une mobilité accrue, mais permet surtout aux gens qui parlent cette langue internationale de venir travailler, s'installer dans le pays originaire de cette langue. Alors, évidemment, la situation à Londres démontre cela, parce que on a beau se réjouir de la multiplicité des langues à Londres, mais quel est le résultat, quelles sont les conséquences pour les populations britanniques d'origine? En fait, les entreprises affichent la nécessité du plurilinguisme dans leur personnel capable de naviguer un monde global. Mais si dans la City, le quartier financier de Londres, on a des besoins de spécialistes financiers pouvant parler le turc, eh bien, on va les embaucher à Istanbul. Ou on va les embaucher en Turquie, ils viennent s'installer en Angleterre, et ils sont très à l'aise parce qu'ils connaissent très bien l'anglais, ils n'ont pas de difficultés d'intégration sociale dans notre pays, mais ils occupent des postes qui exigent des connaissances linguistiques. C'est un exemple parmi des centaines que je connais. Et le résultat, j'ai parlé dans mon résumé de la logique du maître esclave. Alors, si vous connaissez votre Hegel ou votre Kojève, vous ne vous étonnez pas de voir que le dominé, dans certaines conditions,
devient le dominant. Parce que c'est le dominé qui doit travailler, qui fait l'effort, qui acquiert les compétences, et les dominants s'assoupissent dans une impuissance et une dépendance. Or, l'Angleterre commence à se réveiller. Et pour reprendre le mot des astronautes, nous savons que we have a problem. Et que le manque relatif de plurilinguisme chez les Britanniques autochtones, comme on pourrait dire, ça pose un problème. Il y a la difficulté de motiver les jeunes Anglais à apprendre des langues étrangères. En général, les classes moyennes, les classes bourgeoises, ne s'inquiètent pas. Ils apprennent le français, ils apprennent le chinois, n'importe quoi. Là, on parle de peut-être 6 ou 7% de la population dans des écoles privées, que nous appelons chez nous des écoles publiques, bien sûr. Dans nos écoles privées, donc, qui sont des écoles des privilégiés, on apprend forcément des langues de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, avant d'aller à l'université. Mais ce sont des écoles qui produisent les chefs du monde futur. Ils savent qu'ils vont avoir des carrières globales. Alors, ils ont besoin des langues, ils le savent, et ils font l'effort nécessaire. Le problème se situe plutôt dans les grandes masses de la population britannique, qui est démotivée par un discours qui signale que le reste du monde s'est mis à parler anglais, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre les langues étrangères? D'ailleurs, il y a énormément d'anecdotes qui renforcent cette attitude. Des jeunes qui apprennent l'allemand veulent aller pratiquer en parlant avec un Allemand pour voir que l'Allemand est beaucoup plus déterminé à pratiquer son anglais en parlant avec le jeune anglais. Et or, ce qui a résulté en un problème dans les écoles, un problème de motivation. Et finalement, c'est la seule chose qu'on sait de la politique linguistique britannique, c'est qu'il y a 6 ans, le gouvernement a rendu facultatif en Angleterre les langues à partir de l'âge de 14 ans. Ça ne s'applique pas au Pays de Galles ni à l'Écosse, mais à l'Angleterre. Pourquoi? Ce n'était pas parce que le gouvernement voyait mal les langues ou voulait supprimer les langues étrangères. Non, au contraire, c'était les parents d'élèves qui se plaignaient, qu'on passait trop de temps à faire des apprentissages de langues plus ou moins inutiles. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer le temps scolaire à l'étude des sciences, des mathématiques, des choses utiles? Or, c'est donc une réponse des décideurs à des pressions de la société civile. D'autant plus que les entreprises ne favorisaient pas l'apprentissage des langues vivantes, parce que finalement, ils n'avaient pas de problème. Comme j'expliquais, on va embaucher ailleurs. Et je pense que dans le reste de l'Europe, ce problème n'est pas inconnu. Pourquoi? Parce que, comme l'a expliqué M. Legendre ce matin,
et c'est vrai non seulement pour la France, mais pour la plupart des pays européens, à 90 et plus %, les Européens apprennent l'anglais. C'est la première langue étrangère dans tous les pays européens maintenant. Moi, je n'en suis pas fier, j'aurais préféré plus de diversité, mais voilà. Ce qui se passe dans le reste de l'Europe, c'est qu'on s'arrête à l'anglais. Ayant appris l'anglais, on voit les mêmes attitudes que chez les Britanniques. On a appris l'anglais, c'est la langue internationale, alors pourquoi apprendre d'autres langues? Et justement, et je suis sûr que M. Legendre commentera là-dessus, mais l'apprentissage de l'allemand en France, l'apprentissage du français en Allemagne, l'apprentissage des langues non anglophones devient critique, problématique. Pour l'instant, alors que les Anglais savent qu'ils ont un problème, les non-anglophones ne sont pas encore conscients de cette situation comme problème. Il y a des débuts, et j'exagère en disant qu'il y a une seule attitude vis-à-vis de cette situation. Mais je vois qu'il me reste 2 ou 3 minutes. Ce que j'aimerais brièvement dire, c'est que en face à cette connaissance de difficultés, en Angleterre, les linguistes surtout, mais soutenus par les classes politiques, déploient beaucoup de campagnes d'opinion pour essayer de motiver les jeunes et leurs parents, voire les directeurs de lycée, pour les encourager à choisir d'apprendre les langues, même là où ils n'y sont pas obligés. Et n'exagérons pas les mérites de l'obligation. Étant professeur de français, je sais que très souvent, je rencontre des gens qui me disent « Le français, je l'ai appris pendant 5 ans à l'école, mais je n'en parle pas un mot. » C'est que l'obligation d'apprendre ne mène pas forcément à des compétences et au développement positif. Donc, nous travaillons sur la motivation. Bien sûr, la motivation n'est pas tout. On rencontre des problèmes, même lorsque les étudiants sont très motivés, il peut y avoir des problèmes structuraux. La concurrence entre différentes matières, la concurrence pour les volumes horaires dans les curriculums, les choix de matières. Si vous êtes obligé de choisir entre l'allemand ou la physique, alors que vous aimez l'allemand, il y a beaucoup de chances que vous vous sentez obligé quand même de choisir la physique. Et donc, la motivation, c'est la moitié de la solution. L'autre moitié, bien sûr, c'est des réformes structurelles permettant vraiment d'encourager l'apprentissage des langues. C'est pourquoi, dans les milieux de l'éducation en Angleterre, nous sommes nombreux, des linguistes, des spécialistes, à faire des campagnes de pression en faveur du plurilinguisme, en faveur de l'apprentissage des langues, et nous savons que nous sommes écoutés par les gouvernements. Il y a une semaine, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, a tenu un état général des langues à Whitehall, à Londres, pour encourager l'apprentissage des langues pour que des jeunes Anglais
entre dans le fonctionnariat européen. Parce que justement, il y a un manque d'anglais proportionnellement dans les institutions européennes. Parce que très souvent, il manque de compétences linguistiques. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. On est mieux payé dans la City que dans la Commission européenne. Mais les compétences linguistiques jouent certainement un rôle. Et pour terminer, j'ai un petit espoir qui m'arrive cette semaine même. Vous savez peut-être que l'Angleterre et la France viennent de signer des traités militaires pour partager l'usage des porte-avions et des matériaux nucléaires. Alors, je ne sais pas si les deux gouvernements ont vraiment réfléchi sur les conséquences linguistiques de ce traité, mais j'espère que ça nous donnera une plateforme de plus pour encourager l'apprentissage du français. Merci.